Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-François. Jean-Pierre, ce soir, on a une chronique qui est assez exhaustive. Fait qu'on commence avec San Francisco, aux États-Unis. Ça va peut-être aller vite, alors qu'on tombe dans le lait un peu, parce que moi aussi j'y touche, mais on va surfer un petit peu, puis il y a une couple d'informations différentes. Absolument, je suis convaincu qu'il y a des différentes informations. On va s'amuser. San Francisco. Oui, alors un audit révèle que la moitié des abonnés Twitter de Joe Biden sont faux. La moitié? Alors, près de la moitié des 22 millions de followers actuels de Joe Biden sur Twitter sont de faux comptes. Selon un audit qui a été fait par la société Spark Toro, le PDG de Tesla, Elon Musk, qui tente actuellement d'acheter Twitter, a exprimé ses inquiétudes quant au nombre de faux comptes. Elon Musk a déclaré que son projet d'achat de l'entreprise de médias sociaux d'un montant de 44 milliards de dollars ne pourrait pas aboutir tant que les problèmes liés aux faux comptes n'auront pas été résolus. Pense-y, ben oui, parce que ceux qui font de la pub, puis il n'y a pas juste Biden, mais Biden, entre autres, lui, il y a 50 de faux comptes. Mais je suis content que tu relates ça, Jean-Pierre, parce que honnêtement, là, cette semaine, j'avais cette réflexion-là à propos d'Elon Musk. Je me disais, le gars investit dans le Bitcoin. Le Bitcoin monte. Le gars décide d'enlever de l'argent de Bitcoin. Bitcoin crash. Le gars décide d'acheter Twitter. Il dit qu'il va prendre 9 de Twitter puis qu'il va être sur le CA d'administration. Après ça, il se retire du CA d'administration. Après ça, il veut acheter Twitter. Après ça, il fait l'annonce qu'il va acheter Twitter. Puis après ça, il met Twitter sa glace. Sa glace. Parce qu'il dit les chiffres qu'on m'a donnés ne sont pas bons. Alors, il dit mon offre est basée sur l'exactitude des données déposées par Twitter auprès de la SEC. Ouais. Écrit Musk. Hier, le PDG de Twitter a publiquement refusé de montrer la preuve. Alors, cet accord ne peut pas avancer tant qu'il ne le fait pas. Fait que ça veut dire que tout est sur la glace, là. Quand tu n'as rien à te reprocher, tu montes tes chiffres, tu montes tes comptes, mais c'est parce que je pense qu'il n'y a pas juste Joe Biden qui a des faux comptes. Ça a sorti aujourd'hui qu'il y en a d'autres aussi qui ont des faux comptes, là. Fait que... Il est quand même rusé, ce gars-là. Tu vois? Oui. Il fait une annonce, tout le monde est content. Après ça, il met ça, il dit « Montrez-moi vraiment les... » Il ne veut pas acheter du vin. Non, je comprends. Puis en même temps, tu as tous ceux qui font de la publicité sur Twitter versus les gens qui sont abonnés. Ouais. Mais si ce pas des vrais abonnés, alors ton investissement que tu le fais dans le vide. Y a-t-il matière à poursuite contre Twitter pour ceux qui ont investi dans de la pub? Je sais pas. Floride maintenant. À suivre. DeSantis interdit les manifestations devant les maisons privées. On a parlé de ça dans les dernières semaines avec la Cour et les juges. Au cours des 2 dernières semaines, des manifestants pro-avortement ont protesté devant le domicile privé des juges de la Cour suprême pour tenter de les convaincre ou d'empêcher Roe versus Wade. Ouais. On a envoyé des foules indisciplinées dans les résidences privées. Comme nous l'avons vu, les foules en colère devant les maisons des juges suprêmes est inapproprié, dit DeSantis. Ce projet de loi fournira une protection à ceux qui vivent dans des communautés résidentielles et je suis heureux de la signer. L'administration Biden, de son côté, Biden a approuvé les protestations de la Maison-Blanche, soutenait les manifestations pacifiques et que les rassemblements devant les domiciles privés avaient été pacifiques jusqu'à présent et nous continuons certainement à les encourager devant les domiciles des juges et c'est la position du président. Mais tu vois, déjà là, ça te montre qu'il y a une dichotomie puis il y a une division aux États-Unis. En même temps, là, c'est juste normal qu'on empêche les manifestants d'aller écœurer le monde chez eux. Ben oui, mais là, tu as les enfants, tu as l'épouse. Puis si tu remarques, c'est toujours les progressistes qui vont écœurer le monde chez eux. C'est pour ça que Biden est d'accord avec cette loi-là. Quand est-ce que tu vas voir les gens qui sont un peu plus à droite aller écœurer le monde chez eux? Jamais que tu vas voir ça. Ben non, c'est ça. La question, c'est est-ce que ceux de droite sont plus civilisés? Oui, un petit peu, effectivement. Je suis d'accord. Ils sont moins wokisme. Washington, maintenant. Oui, on a parlé la semaine passée du Conseil de gouvernance. Alors, Biden suspend son projet du Conseil de la gouvernance de la désinformation. L'administration Biden a suspendu ce que de nombreux observateurs considéraient comme sa dernière grosse gaffe. Ouais. La création du Conseil de gouvernance de la désinformation au sein du ministère de la Sécurité intérieure qui avait suscité l'indignation générale des défenseurs de la liberté d'expression. Il y avait plusieurs plaintes concernant la directrice exécutive, Mme Nina Jakovic, qui
opératrice politique ayant un long passé de participation à la désinformation elle-même. Non, on a déjà parlé d'elle. Oui, c'est ça. Le DHS suspend. Alors, il voulait la mettre en charge, un peu comme on fait ici au Canada. Ouais. Tu sais, on fait un comité et tout ça. Donc, lui, il l'avait proposé. Il avait proposé cette madame-là. Puis, si vous faites une recherche sur elle, sur Internet, vous allez voir qu'en 2019, elle était en Ukraine, dans le comité qui voulait faire élire M. Zelensky. Wow. C'est fort, là. C'est toute la même clique. Eh oui, toute la même gang, là. Washington. Alors là, il voulait la mettre dans ce comité-là, mais finalement, ça n'a pas passé. Il était obligé de reculer. Mais c'est sûr. Washington, donc, toujours. Oui, on a parlé aussi, c'était juste pour faire un petit revenu sur ce qu'on avait parlé. Les États-Unis ont récupéré des débris d'OVNI. Ah oui? Ceci pourrait changer le monde tel que nous le connaissons. On trouve pas la boîte noire dans le World Trade Center le 11 septembre, mais on trouve des débris d'OVNI. Oui, oui. Prépare-toi, là, ça va fesser là, tu sais, dans ce qui s'en vient. Alors, Tim Burchett dit qu'il avait été informé par des sources fiables que des matériaux avaient été récupérés à partir d'objets ou d'engins signalés dans le ciel. Le républicain du Tennessee a refusé de donner trop de détails, affirmant que l'information qui lui avait été transmise était dans un cadre confidentiel. Alors, le débat des ovnis aux États-Unis passe de la théorie de conspiration à une véritable préoccupation de sécurité nationale. Je ne reviens pas. As-tu ton voyage? Mais ça fait longtemps qu'on le disait, il y a quelque chose de séduisant qui s'en vient. Ils vont essayer de nous faire croire qu'il y a de la vie ailleurs, puis c'est eux qui ont semé la terre, puis là, on est sur le point de se détruire, alors il faut qu'ils viennent... Mais Jean-Pierre, c'est majeur, là. Oui, c'est plus une conspiration. là. C'est plus une conspiration, mais nous, qui avons des scientifiques, qui avons des preuves concernant l'injection, on est des C'est conspirationnistes. ça. Bien, c'est trop le monde à l'envers. Le bien est mal, le mal est bien. Missouri. Alors, une nouvelle loi protégeant les médecins qui prescrivent de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine. Alors, ça fait réagir à la suppression de certains traitements controversés contre la COVID. Le Missouri vient d'adopter une loi qui interdit aux pharmaciens d'interroger les médecins qui prescrivent l'ivermectine et l'hydroxychloroquine à leurs patients. La mesure a été adoptée par la Chambre du Missouri à 130 voix contre 4. Hey, ça veut dire qu'il y a 130 achetés. C'est fort, là. Non, c'est le contraire. Là. C'est que là, ils vont pouvoir... Ah, ils vont pouvoir le Ils prescrire. vont pouvoir prescrire. OK, fait que tu as 130 qui ont... C'est ça, il y a 130 du bon bord. Est-ce que c'est un État républicain, ça, ou démocrate? Ah, je ne sais pas, mais j'imagine qu'à 130 contre 4, ça ressemble plus à républicain. Là. Hein? C'est ce que je pense Mais aussi. c'est juste que là, ils vont pouvoir finalement, eux autres, la prescrire. Ce qu'ils ont défendu partout dans le monde, que ça fait 70 ans qu'on pouvait s'en servir, l'hydroxychloroquine. C'est incroyable. Le professeur Raoult en a parlé beaucoup de ça. Là. Oui. Alors là, les pharmaciens ne pourront plus contacter le médecin ou le patient contestant l'efficacité du produit. Starbucks? Starbucks, il fait... on a parlé de Disney. Alors, Starbucks, lui, prend en charge les frais de déplacement pour ses employés pour des avortements ou des interventions chirurgicales visant à confirmer l'identité sexuelle. Voyons donc. Oui. On a parlé, c'était à Disney l'autre fois, là. Alors, toutes les grosses compagnies woke, alors c'est là-dedans qu'ils s'en vont. Si Roe et Wade passent comme il est supposé, alors c'est eux qui vont devenir le financement de tout ça, là. Selon le NBC News, à la mi-mars, 154 projets de loi anti-trans ont été déposés dans les législatures des États-Unis, visant à limiter l'accès aux soins de santé, au sport, aux toilettes et à l'éducation. Tu sais, le transgenre puis tout ça, là, ce qu'on a parlé. Ouais. Alors, 154 projets qui ont été déposés pour combattre ça. Fait que ça change un peu, le vent change, on dirait. Là. Ouais. La chaîne de café rejoint Amazon, Apple, Microsoft, Salesforce en offrant de rembourser les déplacements pour les employés de Starbucks. Ils sont connus pour leur politique, pour le soutien du mariage homosexuel, l'embauche de réfugiés. Cette réputation s'étend également aux droits des transsexuels. L'entreprise emploie 240 000 personnes aux États-Unis. Ils sont virés dans le manche. C'est pour ça qu'ils vendent deux cafés 10 $, là? Non, mais sérieux. Ici, tu ne prends pas l'injection, tu travailles pour le gouvernement canadien, tu n'as plus de job, tu n'as même pas d'assurance chômage. Puis tu es en santé, puis tu peux travailler, là. Mais là, on supporte des projets qui n'ont même pas rapport avec... Quand le gouvernement se retire en temps normal. Oui. L'OMS.
Oui, ça, c'est une grosse nouvelle, là. Votre pays cédera-t-il les urgences sanitaires à l'OMS? Le 4 mai, un rapport méticuleux intitulé « Biden, remise de la souveraineté des États-Unis à l'OMS ». Écoutez comme faux, là. Peter Breggin, MD, et Ginger Ross Breggin ont tiré la sonnette d'alarme. L'administration Biden propose des amendements à l'OMS qui donneront au directeur de l'OMS le pouvoir de déclarer des urgences et des crises sanitaires dans n'importe quelle nation et de le faire unilatéralement contre l'opposition de la nation visée. Et c'est qui, le directeur de l'OMS? M. Tedros, on en parle tout à l'heure, tu vas voir. Et M. Tedros, il a un passé assez lourd. Exactement. Puis donner cette charge mondiale à un gars qui a un passé lourd. Exactement, exactement. C'est fort, là. Alors, du 22 au 28 mai, je pense que tout le monde s'en va là-bas. Là. Oui. Alors, ça va être le gros meeting, le contrôle ultime du système de santé américain, dont sa souveraineté nationale. Elle sera soumise au vote de l'organe législatif directeur de l'Organisation mondiale de la santé et l'Assemblée mondiale de la santé. Le directeur régional pourra déclarer ses crises sanitaires en se fondant simplement sur son opinion personnelle ou en considérant qu'il existe une menace potentielle ou possible pour d'autres nations. Oui. La même menace présentement pèse sur 193 nations membres de l'ONU, représentant 99,44 % de la population mondiale. Fait que c'est pas juste les États-Unis, là, c'est tout ce qui est dans l'ONU vont embarquer dans ce pacte-là. C'est majeur. C'est très majeur parce que là, on remet. C'est plus M. Arruda ici, c'est plus M. qui s'appelle l'autre Beaulieu. Luc. Alors, Boileau. Boileau. Donc, on s'en va donner tout ça maintenant à l'OMS. Non, mais y a-t-il quelqu'un qui va allumer à un moment donné? Bien, je ne le sais pas, mais j'espère que ça ne passera pas. Si vous avez l'intention de prier dans les semaines qui viennent, c'est le temps de prier pour ça. Là. Bien, surtout, en fait, c'est la semaine prochaine. Oui, bien, c'est ça. Ce règlement est un instrument contraignant le droit international qui a entré en vigueur le 15 juin 2007. Tous les États membres de l'ONU peuvent être tenus de la loi d'y obéir et d'y acquiescer. Les nations visées sont également tenues d'envoyer à l'OMS toutes données pertinentes sur les séquences génétiques. Bien oui, toi. Alors, ils veulent tout savoir, là. Le contenu des amendements proposés n'a pas été rendu public que le 12 avril dernier, donc laissant très peu de temps pour passer le vote. Fait qu'imagine-toi, le monde n'a pas le temps de lire ce gros dossier-là, là. Mais il faut que ça passe, là. Oui, mais déjà, on sait comment ça marche en politique, là. Quand tu parles de quelque chose, c'est parce que c'est déjà pas mal fait, là. Oui. Fait que les chances que ce dossier-là passe pas, là, Sont minces. sont minces. Oui. Le directeur général de l'OMS sera investi de nouveaux pouvoirs étendus qui lui permettront d'agir seul. Le directeur général, communément appelé M. Tedros, est le premier directeur général de l'OMS qui ne soit pas médecin. En plus. Il est un militant marxiste et un homme politique éthiopien extrêmement controversé, installé, selon eux, par le Parti communiste chinois. Alors, c'est lui qui va être à la tête de toutes les recommandations de santé mondiale. Puis là, ils font le meeting là. Fait que si on s'en va vers des 7, 8, 9, 10e vagues là, à la fin de l'année, là, est-ce qu'on va se soumettre à ce monsieur-là? Là? Déjà, ce qui se passe en Chine, là, c'est le jour de la marmotte. Est-ce qu'on va vivre le jour de la marmotte, nous, cet automne? Ouais. Ah, c'est épouvantable. Les vidéos que je regarde, là, je sais. As-tu vu ceux qui se jettent en bas des édifices? On ne veut même pas regarder ça. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. En Australie, maintenant. Donc, dans le même dossier, le premier ministre australien, M. Scott Morrison, il dit « J'ai toujours été favorable à un traité sur la pandémie. Donc, c'est le Pandemic Treaty, donnant plus de pouvoir à l'Organisation mondiale de la santé. M. Morrison a fait son commentaire alors qu'il fait campagne présentement pour une réélection prochaine aux élections fédérales australiennes. Lorsqu'on lui a demandé signerait-il un traité sur les pandémies qui permettrait à l'OMS de diriger le pays de manière à contrôler toute la pandémie, M. Morrison a répondu « J'ai toujours soutenu cette idée ». Ouais. L'Australie n'est pas vraiment un exemple parce qu'en fait de Bien, dictature, ils ont été tough. tough.
Puis moi, je l'ai rencontré, ce monsieur-là, lors d'un voyage en Israël il y a plusieurs années. Pas vrai? Dans les souterrains, quand ils nous font visiter les souterrains, là, on est un groupe de 50. Pour tasser un groupe de 50, là, tu sais. Alors, j'ai vu une délégation arriver, des bodyguards, tout ça, puis c'était comme, je dis, wow, c'est qui ce monsieur-là, là? Puis c'est lui qui passait avec un paquet de bodyguards, puis il était en train de faire une visite guidée de Sérieux? les souterrains de Jérusalem. Hmm. Ouais. Fait que je ne savais pas c'était qui dans le temps, là. Il était moins connu, là. C'est par après que je l'ai vu. On se souviendra de Christine Il aurait Anderson. dû rester moins connu, hein? Hein? Je dis, il aurait dû rester moins connu. On se souvient de Christine Anderson. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est elle qui avait parlé, elle avait dit à M. Trudeau, vous n'avez pas d'affaires ici, vous êtes oui. pour la démocratie, là, vous êtes une honte, puis allez-vous-en, on ne veut pas vous voir ici. Là. Oui, Elle vient de sortir une couple de vidéos. Elle a récemment publié 2 vidéos condamnant cette, justement, treaty-là, là, pour l'Union européenne, pour le soutien au traité, mettant en garde les citoyens de l'Union européenne contre le résultat potentiel. Là, je vous le dis en français parce que la petite vidéo il dure 1 minute, il est en anglais. Les citoyens n'auront plus aucune influence politique sur ce qui se passe. Ils confient l'administration de leurs droits fondamentaux. Avec ce traité, le pouvoir du peuple, qui est le principe de la base de la démocratie, a été définitivement enterré, a-t-elle affirmé. Wow. Alors, ça dure juste 1 minute et quelques secondes. Là, on va l'écouter, c'est en anglais, mais c'est exactement ce qu'elle dit. Là. Okay. Elle dit, vous allez tout perdre. Ça va écouter ça. Dear colleagues, you might not be aware, but the abolition of democracy by the global elites continues. On March 3rd, the EU Commission was authorized by the Council to renegotiate the treaty with the World Health Organization on behalf of the member states. Under the guise of improving global pandemic response, the plan is to allow the WHO to seize executive governance powers of the member states in a case of a pandemic. Granting governance powers to non-elected body is the exact opposite of democratic recourse and takes away any possibility for the people to hold officials accountable. This amounts to no less than disenfranchising the people. We, as elected representatives by the people, for the people, must not allow this to happen. I am imploring you, do what you were elected to do. Look into this and protect the rights of the people you were elected by to act in their best interest. And to all the people in Europe, I would like to say, start acting now. Write to your MEPs. Let them know you will not tolerate to be stripped of your rights to democratic recourse. Let them know that any MEP supporting this or voting for this will not ever get your vote again. Yes, hein? C'est assez clair. En plus, elle dit à la fin, laissez savoir à vos politiciens que s'ils votent pour ça, ils n'auront plus jamais votre vote. C'est clair, là. Oui. Alors, on perd tout, on donne tout à M. Tedros, la gestion des pandémies futures. Mais comment un pays qui est censé, en fait, un président ou un premier ministre de pays qui est censé avoir été élu par le peuple, prend la décision de donner le pouvoir de son pays puis du peuple à un inconnu pour nous autres, là, dans un autre pays, Ben oui. qui n'a pas nécessairement nos intérêts. On a-tu voté, nous, pour y dire? C'est ça le mondialisme. Ah, c'est ça. C'est ce qui s'en vient. Michigan. Bon, là, on va aller juste surfer vite sur ce que tu as discuté tantôt avec Claude. Alors, l'usine de lait maternisé Abbott affirme que la FDA ne lui a pas donné le feu vert. La FDA, c'est comme il y a une entente entre eux autres. Là. Oui. Il affirme qu'elle pourrait être opérationnelle d'ici 2 semaines. Abbott Laboratories a révélé lundi qu'elle avait conclu un accord avec la FDA qui ouvre la porte à la réouverture de l'usine, mais le calendrier est obscur ou flou. C'est pas clair, les affaires, là. Abbott pourrait redémarrer le site dans un délai de 2 semaines. À partir de ce moment-là, il faudra 6 à 8 semaines avant que le produit soit disponible sur les tablettes. Pas penser au javelot, là. Oui, javelin. Javelin, là. Lundi après-midi, un responsable de l'administration Biden a admis qu'il était au courant de la pénurie imminente de lait maternisé depuis l'année dernière. Imagine. C'est comme ça. Ils n'ont pas pris par surprise, les autres, là. Puis, aux États-Unis,
dans toute l'industrie représentant à peu près 90 s'il y a 4 compagnies, parce qu'il y en a un petit peu plus que ça, mais il y a 4 grosses compagnies qui représentent 90 et Abbott, lui, juste à lui seul, c'est 43 du marché de Fait que lait lui, en méthanisé. l'arrêtant, là, on vient de couper la moitié. Là. C'est fou, là. 43 là. Tu sais, ça, là, je sais que peut-être... Arrête, le gars des vues, tu vas me dire, là. Ben écoute, non, sérieux, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui est en arrière, là? On reconfine Shanghai, il y a un port important à Shanghai, on veut créer une pénurie de mais puis une là, brisure dans le chaîne on touche au bébé, alimentaire. là. Ben oui, c'est évident qu'on touche au Pourquoi? bébé. Pourquoi? Alors, il y a des représentants républicains qui ne sont pas contents de ça. Alors, la représentante Kate Kamak de la Floride a révélé une vidéo d'un énorme stock de lait maternisé dans un centre frontalier. Après avoir été critiqué par la Maison-Blanche pour avoir partagé l'information des fournitures données aux migrants, alors que les Américains, eux autres, luttent pour nourrir leurs enfants, elle s'est rendue à la frontière sud dimanche et a révélé d'autres stocks de lait maternisé, des couches, des lingettes, des vêtements, et elle affirme qu'il y avait plusieurs entrepôts remplis de fournitures pour les migrants. Imagine, là. Madame Kamak affirme que davantage de fournitures sont acheminées vers la frontière malgré la pénurie nationale, laissant les familles américaines à se battre. La semaine dernière, la députée a été accusée d'avoir menti au sujet des stocks. Elle a riposté avec ses détracteurs lundi soir en partageant d'autres images que vous voyez de l'installation et en traitant les membres de l'administration Biden de menteurs. Alors, c'est eux qui sont à la tête, imagine-toi, là. Non, mais excuse le terme, mais Fait qu'il y en a, il y a des c'est entrepôts écœurant. qui sont pleins, puis il y a le monde, ils n'en ont pas ces tablettes. On voit plein de tablettes de vide, là. Ça ressemble, là, à... On n'a jamais de sirop d'érable chez nous, mais les entrepôts sont pleins de sirop Ah d'érable. non, c'est ça. Bien, là, c'est un peu la même chose. C'est BioMilk, là, que Claude parlait tantôt. C'est une entreprise de lait artificiel dans laquelle on peut voir M. Bill Gates, M. Jeff Bezos, M. Mark Zuckerberg, qui sont tous investisseurs dans cela. Là. Puis c'est des gros investisseurs, là. C'est ça. Bien, ce qui m'a accroché, c'est qu'on estime qu'environ 10 de l'industrie laitière mondiale a un important producteur de gaz à effet de serre. Dangereux pour l'environnement, ça, là. Ça fait du lait, là. Les fonds d'$1 milliard de Breakthrough Energy Ventures a été créé pour aider à prévenir les pires effets de changement climatique dus à des émissions de carbone. Fait que tu vois, là, un peu ce qui entoure de ça, là, on s'en va, tu disais la semaine passée que la prochaine bataille, là, c'est le climat puis tout ça, bien regarde. Oui, on est là. Donc, l'enphalac puis tout ça, là, c'est mélangé avec le climat, imagine, là. Fait qu'à côté de Gates, le groupe comprenait le PDG d'Amazon qu'on a dit tantôt, Ouais. monsieur aussi Richard Branson de Virgin Ouais. et Facebook, naturellement. Mark Zuckerberg. Suite, les réseaux fact-checkers. sociaux, hein, les fact-checkers sont montés, là, puis Mais on oui. dit l'investissement de Bill Gates dans une entreprise de production de lait maternel en laboratoire n'est pas lié à la pénurie de lait maternisé, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Mais j'ai juste sorti une coupe de prove me tweets. wrong. Non, ben c'est ça, j'ai sorti une coupe de tweets, là. Le gars, il dit « Alors que le lait maternisé se fait rare, Bill Gates commence à promouvoir sa nouvelle technologie de lait maternel artificiel. Comme c'est pratique, a écrit l'utilisateur Twitter. Mais oui. L'autre, il dit « Il se trouve que Bill Gates a beaucoup investi dans du lait maternel synthétique. Il n'aurait rien à voir avec la pénurie de lait maternisé, n'est-ce pas? » Là, il met un point d'interrogation. « Créer un problème, ensuite intervenir avec une solution. » On a déjà vu ça. C'est ça, c'est du déjà vu. C'est ça. J'ai même entendu, moi, tu sais, on disait tantôt, on se demande pourquoi, mais on sait qu'on n'a pas pu injecter bébé. Ouais. Alors, s'ils sont obligés de prendre le lait maternel, on se trouve à les injecter indirectement si les mamans sont vaccinées. Là. Oui. Fait que ça aussi, c'est un autre effet que j'ai vu. Puis, C'est fou, là. qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les propriétés de ce lait-là? C'est pas, mais ce qui est triste dans tout ça, là, il y a un médecin urgentiste du Au Texas ouais. qui dit il traite les nourrissons qui risquent de faire des crises épileptiques mortelles après avoir consommé du lait maternisé dilué. Fait que c'est ça l'impact de tout ça. Là. Les parents commencent à manquer de lait, fait qu'ils diluent tout ça. Là. Certains parents prennent des mesures désespérées pour nourrir les bébés. Dans le contexte de la pénurie du lait, le docteur Durrani en voit les conséquences. Or, la dilution du lait maternisé déséquilibre l'équilibre électrolytique, ce qui entraîne une carence en sodium chez les nourrissons. Donc, faites pas ça, mesdames et messieurs. Là. Cette situation peut à son tour réduire le volume sanguin du bébé, entraînant
de basse pression artérielle au niveau de l'oxygène, de la circulation trop bas, et ça peut être mortel à l'enfant. Donc, jouez pas avec ça, là. Gardez le lait tel quel. En Syrie. Pour la première fois, la Russie ouvre le feu sur les avions israéliens sur le champ de bataille. Une batterie de missiles sol-air S-300 de fabrication russe a tiré sur des jets de l'armée israélienne lors d'une frappe le 13 mai dernier, selon le Channel 13. Le reportage affirme que la batterie de S-300 est exploitée par les Russes et que c'est la première fois que les forces russes ont tiré sur l'armée israélienne. C'est quand même de quoi, là. Les Syriens, comme d'habitude, eux autres ont tendance à tirer tous leurs missiles et les jets ont commencé à s'éloigner de la zone d'attaque. Et là, les missiles n'ont pas constitué une vraie menace pour les avions car ils n'étaient pas verrouillés par radar sur la batterie. Mais c'est un précédent dramatique. C'est pas Jamais que... C'est ça, là, c'est Israël puis la Russie, là. Non, c'est ça. Alors là, on s'en va vers Ézéchiel 38, que bien des gens disent. Ben oui, c'est ça. Tu parles-tu de ce verset-là quelque part? Non, mais on en avait parlé, là, un mois à peu près, là. Oui. Jérusalem, maintenant. Oui. Alors, l'Iran, il ne cède pas sa place. Lui aussi, il s'implique en Syrie, là. Alors, Jérusalem, le 17 mai, l'Iran est à 5 jours qu'ils disent. Donc, ça, c'est le 17. On est rendu le 19. Oui. Ils disent qu'ils sont à 5 jours d'avoir assez de combustible pour fabriquer la bombe, déclare un haut responsable. L'information la plus effrayante que j'ai apprise lors de mes rencontres avec les hauts fonctionnaires du Bahreïn, des Émirats arabes et d'Israël, à quel point Téhéran est proche de pouvoir fabriquer une arme nucléaire. Wow. Si le régime iranien prenait la décision aujourd'hui, dans 5 jours, il aurait suffisamment d'uranium hautement enrichi pour commencer à fabriquer des armes nucléaires. C'est dire à quel point la situation est devenue grave. Absolument. Le régime a franchi toutes les lignes rouges fixées par Israël. Imagine. Fait que, le ministre israélien Benny Gantz a déclaré que l'Iran était en train d'achever la production et l'installation de 1000 centrifuges souterrains près de Natanz. Wow. L'Arabie saoudite. Pendant ce temps, on En parle Arabie de paix. saoudite? Oui. Une conférence audacieuse et historique en Arabie saoudite réunit pour la première fois des leaders de plusieurs religions. On a le Muslim World League a organisé un événement historique. Le Forum sur les valeurs communes, qui disent, adeptes à des religions qui ont réuni des centaines de dirigeants de plusieurs confessions. On a des chefs des musulmans, des chrétiens, des juifs, des hindous, des bouddhistes, se sont réunis pour explorer les valeurs communes, l'écuménisme un peu, là, global, Oui. commune de la coopération interconfessionnelle. C'est ça. De l'évangélique jusqu'au catholique, avec 15 rabbins et autres chefs religieux, sur la nécessité de respecter la diversité religieuse et les caractéristiques uniques de chaque religion. Alors, il dit la nécessité de renforcer le dialogue, de l'engagement avec d'autres religions afin de contrer les idéologies extrémistes. Alors, si on regarde dans 1 Thessaloniciens 5, dans la parole, ça dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. » C'est quoi leur définition d'idéologie extrémiste? Bien, si tu regardes nous autres, on va dire c'est eux autres. Si tu regardes eux autres, ils vont dire c'est nous autres. Ça dépend à qui tu poses la question. Ouais. Louisiane. Le premier pasteur à défier les mesures de confinement COVID gagne en cours. Bon, une bonne nouvelle. Alors, Wow. le pasteur Tony Spell a gagné sa bataille juridique contre l'État de la Louisiane 2 ans plus tard. La Cour suprême de l'État a décidé vendredi, encore une fois, 5 voix contre 2. Fait qu'on voit une belle majorité, que le gouverneur n'avait pas de raison valable d'empêcher l'Église pentecôtiste de M. Spell de se réunir pour le culte, alors que d'autres lieux bénéficiaient de dérogations des restrictions. Un décret pris en 2020 dans l'État du Bayou interdisait des rassemblements de plus de 50 et un décret ultérieur sorti pour 10 personnes, on le sait. On a vécu ça. Les 2 décrets prévoyaient toutefois des exceptions pour les aéroports, les épiceries, les usines, les immeubles, les bureaux, des choses essentielles. Selon le tribunal, moi, je trouve ça intéressant,
Le fait d'accorder des exemptions légales à des groupes laïcs et non des groupes religieux constitue une violation des garanties de la liberté de religion prévues dans le premier amendement. Alors, le juge, il dit, c'est aussi un peu absurde. Hein? Un nombre illimité de personnes étaient autorisées à rester dans une seule salle de conférence, toutes à proximité les uns des autres, à parler et à manger, à se livrer à toute autre opération naturelle de l'entreprise. Cependant, si 10 de ces personnes quittaient la salle de conférence et traversaient la rue pour aller dans une église et entraient dans un bâtiment sanctuaire pour un service religieux, elles étaient passibles de poursuites pénales. Tu vois-tu comment c'est malade, là? Oui. Ils sont 50 l'autre bord, il n'y a pas de problème, ils traversent la rue, ils sont 10, ticket. Fait que tu vois que ça n'a pas de sens, là. Lui, il s'est levé, il a crié, un peu comme MacArthur. Ils ont tout gagné. Ouais. Ils ont tout gagné, là. Mais c'est là que tu dis que c'est contre l'Église, c'est contre, contre la Bible. Quand ils nous ont dit que ça va Dieu. bien aller, puis on a déjà vu d'autres, puis non, regardez ce que ça crée sur Ouais, c'est l'Église. ça, Là. exactement. Puis on va le voir un petit peu ici dans mon dernière... Ta dernière nouvelle. ma dans dernière l'état nouvelle, d'Église. c'est l'état de l'Église présentement La montée. qui suite à la COVID. Là. Ouais. La montée de l'apathie et ce qu'elle signifie pour les chrétiens et l'Évangile. Les résultats d'un récent sondage suggèrent que ce ne sont pas seulement les non-croyants qui sont froids envers la Bible, mais aussi ceux qui s'identifient comme chrétiens. Le Lifeway a demandé à 1000 pasteurs protestants d'identifier les principaux défis des dynamiques humaines auxquelles ils sont confrontés dans leur Église. Les pasteurs ont été interrogés le 30 mars au 22 avril 2021. Leur réponse massive était l'apathie ou le manque d'engagement. L'apologiste auteur chrétien, M. Warner Wallace, a fait valoir que les opinions apathiques sur la spiritualité constituent une plus grande menace pour le christianisme que l'athéisme. La plupart des parents chrétiens n'ayant pas suffisamment de connaissances bibliques pour transmettre à leurs enfants les principes les plus fondamentaux de la foi selon les recherches. Ouais. Fait que, tu sais, c'est l'apathie, là. On dit que c'est un manque d'engagement, un manque d'intérêt. Ils sont habitués à la maison, ça fait 2 ans qu'ils font sans Zoom. Alors, dans Apocalypse, Dieu dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » L'image 21. « Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors, c'est ça l'apathie, c'est d'être tiède. On va aller à l'autre après, dans 2 Timothée 3. « Quant à toi, tiens ferme, il y a une solution dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue d'un salut à la fois en Jésus-Christ. » Alors, vous voulez être sage, il faut lire la parole parce que dans le moment, il y a un désengagement, il y a un désintéressement. Le monde a perdu cette passion. Ouais. Ils ont perdu le zèle. Ouais. C'est ça que je devrais dire. Mais tu as raison, parce que quand on regarde, puis on en parle à chaque semaine, Jean-Pierre, puis tu nous amènes tellement des notions de la parole de Dieu par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Tu vois, il y a un verset, moi j'ai découvert, comme pour la première fois cette semaine, malgré que ça fait des années que je lis la Bible, puis ça disait, il va falloir travailler une journée pour pouvoir avoir 1 litre de blé, puis une journée pour avoir 3 litres d'orge. Puis je me disais, aïe, c'est écrit dans la Bible, puis on est en train de créer une pénurie alimentaire Exact. qui fait en sorte que, avec l'inflation, on s'en va vers ça. Là. Il va falloir travailler vraiment beaucoup pour avoir peu, parce qu'on est en train de créer cette rareté-là, puis cette inflation-là qui fait que, écoutez, le gaz, là, était quasiment à 2,25 $. C'est incroyable. Le panier d'épicerie qui est à son plus haut depuis les 40 dernières années, il y a une réalité qui est en train de prendre place. Mais le fait que tu lis la parole, quand ça dit que ça va te rendre sage, tu vois que dans la parole, c'est écrit Ouais. qu'on va à la fin, là, tu vas avoir de la misère à acheter un pain par jour là, avec la paye que tu vas avoir. Là. C'est sûr. Fait que si on s'en va vers là, déjà là, tu te prépares, tu le sais, tu es sage, Ouais. tu veux protéger ta famille. C'est pour puis, ça que je vais encourager les gens à commander, à s'approprier Un une peu Bible. plus. Tu sais, puis Ouais, à s'approprier une Bible. Écrivez à info@theovox.tv, puis faites la demande d'avoir une Bible, puis on va vous la livrer Là-dessus. gratuitement chez vous, puis commencez à la lire. Vous allez voir que ça change une vie. Il y en a 12 caisses qui rentrent la semaine prochaine encore. Fait qu'allez-y, il y en a en masse. Tu vois, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Écoutez, en terminant, je veux vous entretenir sur plein de choses. On vous a parlé de la Bible qui peut être livrée gratuitement à votre domicile, mais avec ce que Jean-Pierre disait, puis il parlait de l'apathie, ça m'a fait penser à un passage de la Bible qui parle de 10 vierges. Et ce que j'apprécie dans ce passage-là, ce que je remarque plutôt dans ce passage-là, c'est que les 10 étaient vierges. Il y en avait 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Et vous savez, moi, souvent, je me vantais quand j'étais jeune. Puis même encore des fois, à défaut de me préparer, je vais dire, moi, je suis quelqu'un qui performe sous pression. Puis c'est vrai que je performe sous pression. C'est vrai que j'ai besoin d'une certaine pression pour être à mon meilleur. Mais souvent, la semaine passée, ce que j'ai réalisé, je me suis dit, en réétudiant la parabole des 10 vierges, 5 sages, 5 folles, c'est comme si mon attention a été frappée par rapport aux 5 sages. Les 5 sages se sont préparés. Ils n'ont pas performé sous pression. Ont pris le temps de se préparer à la venue de l'époux. Les 5 folles ne se sont pas préparées. La parole de Dieu va nous dire qu'ils ont même manqué d'huile. Puis quand que l'époux est arrivé, il n'y avait pas assez d'huile. Ils ont manqué le bateau parce qu'ils ne se sont pas préparés. Moi, ça m'interpelle. On vit dans une société aujourd'hui où tout ce qui est Jésus, c'est impopulaire, puis on veut mettre ça de côté, alors que Jésus revient bientôt chercher son Église, chercher ses enfants, chercher ceux qui lui appartiennent. C'est le temps de se préparer alors qu'il fait encore clair dehors. Ce ne sera plus le temps de se préparer la journée qui va faire noir. Moi, je veux vous encourager, chacun d'entre vous, ce soir, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de faire le point sur votre vie et de vous préparer. De ne pas rentrer dans cette apathie ou dans cette indifférence-là par rapport au christianisme, par rapport à Jésus, par rapport à la solution qu'il représente pour votre éternité. Mais je veux vous interpeller à commencer à réfléchir à y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il quelque chose qui est au-delà de mon humanité? Y a-t-il un Dieu qui existe quelque part? Posez-vous les vraies questions, cherchez les vraies réponses, préparez-vous parce que ce n'est pas dans la noirceur que c'est le temps de se préparer. Je veux vous encourager, je veux vous interpeller ce soir à vous préparer, de faire comme les 5 vierges qui étaient sages, de mettre de l'huile dans votre lampe pendant qu'il est encore temps, parce que la journée qui est trop tard, il est trop tard.